La navette américaine est l'engin spatial le plus polyvalent au monde. Elle sert à la fois de transporteur et de laboratoire spatial, de véhicule d'entretien et de réparation, et surtout, elle est réutilisable. Mais sa glorieuse carrière a été endeuillée par une terrible tragédie. Obviously a major malfunction. Depuis une vingtaine d'années, la navette est la pierre angulaire du programme spatial américain. Et aujourd'hui encore, elle joue un rôle essentiel. Les tests en orbite de nouveaux appareils et les vols vers la station russe Mir font en effet partie d'un programme mondial ayant pour objectif d'assurer une présence humaine quasi permanente dans l'espace, grâce à la Station spatiale internationale, l'ISS. Ignition sequence start. Reporting from London, another German V2 missile has struck the city. We choose to go to the moon. Voici ce que sera l'avenir à plus de 300 km de la Terre. La navette, après avoir été mise en orbite, se rapproche de son objectif. La Station spatiale internationale attend l'orbiteur américain qui lui apporte nourriture et équipements divers. La navette est devenue un lien vital pour cet avant-poste unique en son genre. 265 feet. Roger that. Ce scénario n'est pas si éloigné de la réalité. Les plans en vue de la construction de cette station sont déjà bien avancés et les missions actuelles à bord de Mir ressemblent fort à la façon dont on utilisera l'ISS. Les procédures d'arrimage entre la navette et Mir seront celles utilisées pour la future station spatiale. En 1995, le premier arrimage de ce type a marqué l'aube d'une ère nouvelle dans l'exploration spatiale, celle de la coopération internationale. Houston, we have contact and capture. C'étaient les débuts des efforts américano-russes pour œuvrer à la création de la station internationale. Mir permet aujourd'hui aux Américains d'effectuer des missions longue durée et d'acquérir le savoir nécessaire pour faire fonctionner la station de demain. Mais quand le travail de Mir touchera à son terme, celui de la navette ne fera que commencer. L'histoire de cet engin a été marquée par une perpétuelle évolution. La navette a incarné la transition entre les missions Apollo et le début d'un nouvel âge spatial. Conçue pour faciliter l'accès à l'espace, elle s'est avérée le véhicule spatial le plus fiable et le plus polyvalent du monde, et aussi le plus sophistiqué. 5 ordinateurs embarqués gèrent avec précision le décollage, la mise en orbite et la rentrée dans l'atmosphère. Discovery Houston, we've taken a look at the weather. Weatherman says it's going to... En queue de l'appareil, 2 compartiments abritent les moteurs de manœuvre orbitales. Lors du retour sur Terre, ce sont ces propulseurs qui permettent à la navette de quitter son orbite. Go for the burn. Pendant la première phase de la rentrée dans l'atmosphère, le dispositif d'asservissement en assiette placé dans le nez assure le maintien de la navette sur l'angle d'attaque prévu. La vitesse est alors supérieure à 27 000 km/h. Un système de thermoprotection réutilisable recouvre l'ensemble de l'appareil. Son rôle est crucial, car les températures lors de la rentrée peuvent atteindre près de 1600 degrés. Discovery's velocity now Mach 6, altitude 133,000 feet. Une fois revenue dans l'atmosphère, la navette utilise la pression aérodynamique pour se guider. L'engin spatial devient alors avion, ou plus exactement planeur, car il atterrit sans utiliser ses moteurs.
Avec un poids avoisinant les 100 tonnes, la navette est le planeur le plus lourd du monde. Mais ses grandes ailes Delta offrent suffisamment de surface portante pour atterrir en toute sécurité. Et c'est là le principal atout de cet appareil. Il peut s'envoler pour l'espace et au retour, se poser sur une piste d'aviation. Le X-20 a été l'un des premiers prototypes d'engin spatial piloté réutilisable. Il devait être propulsé en orbite par une fusée à plusieurs étages. Surnommé Dinosaure, le X-20 a été parrainé par l'armée de l'air à la fin des années 50. Comme avec la navette, la rentrée et l'atterrissage devaient se faire en planant. Mais le X-20 ne dépassera jamais le stade de maquette. Des problèmes techniques et financiers le clouent définitivement au sol en 1963. À la même époque environ, la NASA, elle, travaille sur un programme similaire destiné à analyser le retour dans l'atmosphère d'un appareil manœuvré par le pilote. Un B-52 modifié est mis à contribution pour lancer des avions expérimentaux appelés lifting bodies. Un lifting body est un avion dépourvu d'ailes. Son profil peu habituel, dos aplati et ventre rond, lui permet cependant de voler comme s'il disposait d'une surface portante. Celui-ci est le M2F2 de Northrop. Les tests en vol effectués au-dessus de la base d'Edwards ont permis de rassembler des données sur un retour au sol moteur éteint. L'ensemble du programme Lifting Body va avoir un impact non négligeable sur la conception de la future navette. Lors de ce vol, en 1967, Bruce Peterson rencontre des difficultés pour maintenir l'assiette de l'appareil. Au sortir d'un virage en S, l'avion commence à rouler d'un bord sur l'autre. Le pilote parvient heureusement à reprendre le contrôle. Mais il doit alors éviter l'hélicoptère qui vient à son secours. Et c'est là que les choses s'enveniment. Peterson essaie de se poser sur le lac asséché, mais cette tentative s'avère désastreuse. Le pilote manque de trouver la mort, mais il survivra. Tout comme le programme Lifting Body. Une fois le vol dans l'espace devenu réalité, les Américains ont opté pour le moyen le plus direct d'envoyer des hommes en orbite. Fusées non récupérables et capsules étaient plus rapides et plus faciles à mettre au point que les appareils réutilisables et paraissaient donc le plus sûr moyen de damer le pion aux Russes dans la course à la Lune. Mais après la mission triomphale d'Apollo 11 en 1969, la NASA s'attaque à l'étude d'un véhicule de type navette. En 1972, elle choisit la version définitive de la future navette après avoir étudié plus de 40 projets. L'appareil sera constitué de 4 éléments. 2 propulseurs d'appoint à poudre, un réservoir externe et le véhicule spatial proprement dit avec ses 3 moteurs principaux. Tous ces éléments seront réutilisables à l'exception du réservoir externe. C'est Rockwell International qui est retenu pour la conception finale et la fabrication de la navette. Plus de 200 sous-traitants assureront la fourniture de divers systèmes et composants à l'usine de Rockwell à Palmdale en Californie, où tous les composants et systèmes individuels seront assemblés puis testés. Essentiellement construit en aluminium, le fuselage se divise en 3 parties. L'arrière comporte les 3 moteurs principaux, les 2 moteurs orbitaux et l'empennage vertical. La partie centrale accueille le compartiment de charge et les portes de la soute. Enfin, le tronçon avant abrite les 3 modules de l'équipage. Le résultat sera un engin hybride, mi-fusée,
mi-avion. La construction du premier véhicule nécessite 4 ans. À terme, la flotte spatiale comptera 4 navettes. Celle-ci est baptisée Enterprise, d'après le nom du vaisseau spatial de la série télévisée Star Trek. L'Enterprise sort de l'usine de Palmdale en septembre 1976. Sa première mission, un programme de test d'approche et d'atterrissage. Son but est d'évaluer les caractéristiques en vol de la navette et de montrer qu'un atterrissage moteur coupé est techniquement possible. Le centre d'essai est situé sur la base aérienne militaire d'Edwards, qui a servi de cadre au test du programme Lifting Body. Le X-24B a été le dernier appareil de ce programme testé à Edwards. Sa conception tranchait nettement avec celle du M2F2 et de ses prédécesseurs. Mis au point par l'armée de l'air, le X-24B était beaucoup plus proche de la future navette, tant par son profil que par ses caractéristiques aérodynamiques. En 1974 et 1975, il a accompli plusieurs missions, principalement pour rassembler les données nécessaires à la mise au point de la navette. La forme delta du X-24B a ainsi permis d'améliorer grandement la portance et la manœuvrabilité par rapport au précédent modèle, notamment lors de la descente vers la piste d'atterrissage depuis la haute altitude. Cette forme triangulaire permettait en outre d'atterrir en mode planeur en toute sécurité. Janvier 1977. L'Enterprise est tractée sur une 60aine de kilomètres de l'usine Rockwell de Palmdale jusqu'à la base d'Edwards. Le programme Lifting Body s'est achevé ici même l'année précédente. Et c'est maintenant qu'on va en voir les fruits. Au centre de recherche de la NASA de Dryden, on utilise un portique d'assemblage spécial pour installer l'Enterprise au sommet d'un Boeing 747 modifié. Ce transporteur va servir à lancer la navette pour mener les tests de vol. Le même système sera également utilisé pour tous les futurs orbiteurs. L'assemblage des deux engins donne un appareil gigantesque, le plus grand biplan au monde, comme l'appelleront les pilotes chargés de le tester. Deux équipages sont sélectionnés pour piloter l'Enterprise. Lors des 3 premiers vols habités en août 1977, les systèmes de la navette sont activés, mais celle-ci reste attachée au transporteur. Avant le désarrimage, l'avion de transport se met à planer, moteur coupé. En fait, à ce moment précis, c'est la navette qui supporte le Boeing. Cette manœuvre permet de vérifier qu'au moment du décrochage, les deux appareils prendront bien 2 directions opposées pour éviter toute collision. Par mesure de sécurité supplémentaire, un carénage arrière recouvre les 3 tuyères de la navette pour réduire les traînées aérodynamiques. Fred Hayes, le pilote, fait ensuite piquer la navette pour atteindre une vitesse comparable à celle qu'elle atteindra lors de sa rentrée dans l'atmosphère. La portance des grandes ailes Delta s'avère excellente. On avait un temps pensé que ces ailes alourdiraient trop l'appareil. Mais la navette doit pouvoir planer sur 2200 km si elle est un jour amenée à rentrer de toute urgence dans l'atmosphère et atterrir. Or, seule cette configuration peut permettre de planer sur une telle distance. Piquant à une vitesse de 3000 mètres/minute,
l'Enterprise rallie sans difficulté la piste d'Edwards et atterrit à environ 320 km/h. Cinq minutes après le largage, Fred Haise se pose en douceur. Le dernier des 5 tests, tous réussis, se déroule en octobre 1977, 2 ans avant le premier lancement prévu. La navette a prouvé qu'elle peut revenir en toute sécurité de l'espace. Reste maintenant à s'assurer qu'elle est en mesure d'y aller. La puissance nécessaire pour arracher la navette du sol va être fournie par 2 propulseurs d'appoint à poudre. Ils constituent la partie la plus lourde et la plus puissante de la navette et sont les plus gros jamais construits jusqu'alors. Ils sont également les premiers à être conçus en vue d'une réutilisation. Le carburant solide a l'apparence et la texture du caoutchouc. Jamais encore on n'a utilisé de propulseur à poudre pour des missions habitées, bien qu'il présente moins de risques techniques que les fusées à carburant liquide. Les 4 segments sans soudure d'une épaisseur d'1,5 cm sont recouverts d'un revêtement isolant. Le moteur atteint sa pleine puissance moins d'1 seconde après la mise à feu et développe une poussée de 1360 tonnes. Les 3 moteurs logés dans la queue de l'orbiteur sont les propulseurs principaux et représentent une véritable prouesse technologique. Avant la navette, les moteurs de fusée ne pouvaient être utilisés qu'une seule fois. Ceux-ci sont les premiers à être réutilisables et ils peuvent accomplir plus de 50 missions d'affilée avant de nécessiter une révision générale. Par rapport à leur taille et à leur poids, ces moteurs sont les plus puissants jamais construits. Chacun d'eux développe plus de 130 tonnes de poussée au décollage. Et cette dernière peut être augmentée ou réduite pendant le vol. Afin de diriger la navette, les tuyères peuvent bouger de 21 degrés verticalement et de 17 degrés latéralement. Le seul élément à usage unique du système de lancement est l'énorme réservoir externe. Il s'agit en fait de 2 réservoirs reliés par un réservoir cylindrique interne. Le réservoir avant contient 630 000 litres d'oxygène liquide à environ moins 180 degrés. Le réservoir arrière contient 100 000 litres d'hydrogène liquide à environ moins 240 degrés. Ces réservoirs desservent les moteurs principaux de la navette via un circuit d'alimentation avec des tuyaux de 50 cm de diamètre. Pour éviter tout réchauffement du carburant, le réservoir est couvert d'un revêtement isolant qui empêche également la formation de glace sur la paroi extérieure. La deuxième navette, Columbia, est acheminée au Centre spatial Kennedy en mars 1979. Elle sera la première à voler dans l'espace. À court de budget, la NASA a en effet décidé de ne pas conformer l'Enterprise pour les vols spatiaux. D'autant plus que le programme a pris du retard. Il est d'ores et déjà évident que le premier vol orbital ne pourra pas se dérouler avant 1981, et ce, pour 2 principales raisons. Premièrement, le bouclier thermique de l'orbiteur. Celui-ci se compose de centaines de tuiles de fibres de silice prévues pour absorber les températures extrêmes qui accompagnent la rentrée dans l'atmosphère. En l'absence de ces plaques, la navette prendrait purement et simplement feu. Or, les ingénieurs se rendent bientôt compte que le produit adhésif utilisé pour coller les tuiles ne résistera pas aux conditions extrêmes du vol et qu'il faut les fixer avec un matériau plus résistant, ce qui va prendre plus d'1 an. Deuxièmement, le moteur principal. Le niveau technologique qu'il requiert ne peut être obtenu qu'après des années d'essais
et d'échecs. Des programmes de tests très rigoureux font apparaître divers problèmes successifs qui seront tour à tour résolus. Mais tout cela prend du temps. Fin 1980, Columbia est enfin sur le pas de tir pour les ultimes tests pré-lancement. L'allure de l'ensemble est surprenante. On a l'impression que l'orbiteur est venu se greffer sur un double réservoir pour arriver à décoller, ce qui est d'ailleurs le cas. Mais cette vision étrange préfigure bien l'avenir des navettes. Le premier vol de Columbia STS-1 va être effectué par Robert Crippen et John Young. Crippen, issu du programme de laboratoire orbital habité de l'armée de l'air, n'est encore jamais allé dans l'espace. John Young, en revanche, a déjà volé à 2 reprises hors atmosphère, une fois sur Gemini, l'autre sur Apollo. Mais les 48 heures à venir vont être riches en sensations nouvelles pour les 2 astronautes. Nous sommes le 12 avril 1981, exactement 20 ans après le vol de Youri Gagarin à bord de la capsule Vostok. Un nouveau type d'engin spatial va entrer dans l'histoire. 12, 11, 10, we have a go for main engine start, 7, 6, we have main engine start. La navette est toujours retenue au sol, mais les astronautes peuvent la sentir osciller légèrement. Quelques secondes après la mise à feu du moteur principal, les 2 propulseurs d'appoint s'allument. Les charges explosives arrachent les fixations et les 2000 tonnes du système commencent à s'élever. Un nouveau chapitre de l'ère spatiale vient de s'ouvrir. Après s'être élevée au-dessus du portique, la navette effectue une rotation de 110 degrés. Une fois cette rotation accomplie, le véhicule s'incline et se place sur sa trajectoire. Pendant ce vol, l'équipage n'enregistrera pas plus de 3 G. Deux minutes après le décollage, les propulseurs d'appoint s'éteignent et sont parachutés. Ils seront récupérés dans l'Atlantique pour une réutilisation future. La navette, mue par ses 3 réacteurs principaux, continue son ascension. Après 8 minutes 30 de vol, le moteur principal est coupé et le réservoir externe est largué à son tour. Réduite à sa plus simple expression, la navette est désormais dans son élément. Grâce à ses moteurs orbitaux, Columbia se place sur une trajectoire de révolution quasi circulaire à 250 km de la Terre. Lors de l'ouverture de la soute, l'équipage remarque que quelques tuiles thermoprotectrices ont disparu à l'arrière de l'orbiteur. Reste à espérer qu'il n'en manque pas sur le ventre et le nez, car c'est là que la chaleur sera la plus élevée au moment de la rentrée dans l'atmosphère. La mission de ce premier vol STS-1 était de monter et de redescendre en toute sécurité. STS signifie Système de transport spatial, le nom officiel de la NASA pour l'ensemble du programme spatial Navette. Columbia est testé pendant 2 jours. Personne ne peut prévoir le comportement de l'orbiteur en phase de rentrée et ce moment est de loin le plus angoissant de la mission. Lors du retour dans l'atmosphère, les températures à la surface de l'appareil atteignent leur paroxysme. Qui plus est, une couche de plasma créée par la friction entoure la navette, empêchant toute transmission entre les astronautes et le centre de contrôle. Houston doit donc attendre 17 longues minutes dans un silence tendu.
Puis la bonne nouvelle arrive, Columbia a effectué sa rentrée sans dommage. Redevenu avion, l'engin spatial plane jusqu'à la piste d'atterrissage. Le 14 avril, Columbia réussit à se poser sur la base d'Edwards dès la première tentative. Elle n'avait de toute façon pas droit à un deuxième essai. La mission a duré 54 heures et a parcouru 1,5 million de kilomètres en orbite. Les deux astronautes sont rayonnants. Crippen dira plus tard « On a repris notre place dans l'espace, et cette fois c'est pour de bon ». Il faudra néanmoins attendre le deuxième vol pour s'assurer que Columbia est bien réutilisable. En fait, elle effectuera 4 galops d'essai en orbite en l'espace de 15 mois, soit une moyenne d'un vol toutes les 20 semaines. Chacune de ces missions a permis d'assurer un peu plus l'avenir des États-Unis dans l'espace. Le deuxième vol de Columbia STS-2 permet à la NASA de tester le système de manipulation à télécommande. Fabriqué par une entreprise canadienne, le bras robotisé a été conçu pour pouvoir se saisir de tous les objets emportés dans la soute. On teste son fonctionnement aussi bien par commande manuelle des astronautes que par commande des ordinateurs embarqués. Ces tests se poursuivent sur les missions STS-3 et 4 avec d'autres configurations. Des équipages étudient les limitations thermiques de l'appareil et testent les combinaisons de sortie extravéhiculaires. Une fois toutes les procédures orbitales vérifiées, Columbia est déclarée opérationnelle. Le dernier vol test s'achève le 4 juillet 1982, jour du 206e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. La navette va entamer sa carrière officielle. Challenger, le deuxième véhicule de la flotte, rejoint le centre Kennedy pour son premier vol spatial prévu pour avril 1983. 2 autres orbiteurs, Discovery et Atlantis, viendront compléter la flotte au milieu des années 80. La NASA sera alors en mesure de préparer une navette pour le lancement suivant en 2 mois seulement. Avec 4 engins de ce type, les États-Unis s'assurent un accès facile à l'espace. Les noms des navettes proviennent de célèbres voiliers utilisés au temps des grandes découvertes. Les engins spatiaux ont d'ailleurs emprunté quelques caractéristiques à ces navires. Équipage de 7 hommes et construction sur 3 ponts. Le pont intermédiaire comporte les quartiers de vie quotidienne, le sas et l'écoutille d'accès. On y trouve 95% des provisions et équipements embarqués, ainsi que des couchettes et des sièges pour les 3 membres d'équipage. Également sur le pont intermédiaire, une cuisine pour la préparation des repas chauds. Le système de contrôle de l'environnement est placé sur le pont inférieur et la cabine de pilotage sur le pont supérieur. Dans la partie avant de ce pont se trouve l'instrumentation de vol avec les systèmes de navigation et l'électronique embarquée. Dans la partie arrière, le système de commande de secours ainsi que les commandes de la soute. C'est d'ici que l'équipage dirige le bras manipulateur télécommandé pour mettre des satellites en orbite ou, à l'inverse, les rapatrier à bord. Grâce à ce bras, les astronautes peuvent également sortir dans l'espace et effectuer des réparations sur site. Perchés sur le bras, à l'aplomb de la soute, les astronautes peuvent récupérer et réparer des satellites défectueux. Pour les missions à vocation médicale ou scientifique, on modifie la soute en y intégrant un module spécial, le Space Lab. Les scientifiques chargés de mener des expériences en orbite sont appelés spécialistes de mission. La soute peut aussi servir de plateforme de lancement pour mettre en orbite des sondes d'exploration spatiale.
Enfin, les astronautes peuvent accomplir des travaux à une certaine distance de la navette grâce au MMU, le fauteuil de l'espace. À la fin de l'année 1985, toutes ces procédures ont été testées avec succès. Mais un drame va venir endeuiller cette trop parfaite progression. En janvier 1986, Challenger doit exécuter la 25e mission du programme navette spatiale. Et ce vol doit constituer une première. Parmi les astronautes se trouvera une institutrice qui fera classe depuis l'espace en direct à la télévision. To perhaps the person you came to see, and that's Krista McAuliffe, our payload specialist teacher in space. Well, I am so excited to be here. We watched Columbia go over the Houston area this morning, and that was a thrill. I don't think any teacher has ever been more ready to have 2 lessons in my life. I've been preparing these since September, and I just hope everybody tunes in on day 4 now to watch the teacher teaching from space. I'd like to introduce... Mais cette mission tournera à la tragédie. Et la leçon que l'Amérique en tirera sera une des plus douloureuses de l'histoire de l'espace. Le vol STS-51L allait être la 10e mission de Challenger. Cette navette est le fleuron de la flotte. Ces 9 missions précédentes ont permis de réaliser une impressionnante série de premières. Première américaine et premier noir dans l'espace. Première sortie en MMU. Première réparation satellitaire orbitale et premier emport de bouteilles de Pepsi et de Coca-Cola. Au programme de cette mission figure une autre innovation. Sharon Christa McAuliffe va devenir la première femme passagère de l'espace. Les cours qu'elle dispensera depuis la navette à des élèves sur Terre marqueront le début du programme Professeur dans l'espace, un programme qui doit servir à promouvoir l'image de marque de la NASA. T-minus 15 seconds. Challenger décolle à 11h38 au matin du 28 janvier. 8, 7, 6. We have main engine start. 4, 3, 2, 1. And liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Roger, roll, Challenger. Good roll program confirmed. Challenger now heading downrange. Ce lancement est attendu avec impatience car il a déjà été retardé à 6 reprises en raison de problèmes techniques et climatiques, une vague de froid inhabituelle ayant frappé la Floride. En cet instant, dans leur salle de classe, des millions d'écoliers américains ont les yeux rivés sur leurs écrans de télévision. Certains doivent participer en direct au cours de Sharon McAuliffe. Altitude 4.3 nautical miles, downrange distance 3 nautical miles. Engines throttling up, 3 engines now at 104%. Challenger, go with throttle up. Challenger, go with throttle up. 1 minute 15 seconds, velocity 2,900 feet per second, altitude 9 nautical miles, downrange distance 7 nautical miles. Flight controllers here looking very carefully at the situation. Final trajectory. Go ahead. Flight GC, we've had negative contact, lost downlink. Okay, all operators, watch your data carefully. Flight final until we get stuff back. He's on his cue card for abort modes. We have no downlink. Reports from the flight dynamics officer indicate that the vehicle apparently exploded and that impact in the water. They
the point approximately 28.64 degrees north, 80.28 degrees west. Okay, everybody, stay off the telephones. Make sure you maintain all your data. Start pulling it together. La mission n'a duré que 73 secondes. Après l'explosion, des fragments de la navette se sont abîmés dans l'océan Atlantique, une quinzaine de kilomètres plus bas. Les 7 membres de l'équipage sont tous morts. Les recherches permettent de récupérer la moitié de la navette et à partir de ces débris, les scientifiques tentent de reconstituer ce qui s'est passé. On s'interroge notamment sur ce qui a causé la mort de l'équipage. Beaucoup pensent que les astronautes ont survécu à l'explosion et ne sont morts qu'au moment de l'impact sur l'océan. La NASA met 6 mois à donner une réponse. The ocean surface was so violent that evidence of damage occurring in the seconds which followed the explosion was masked. Our final conclusions are that the cause of death of the Challenger astronauts cannot be positively determined, that the forces to which the crew were exposed during orbiter breakup were probably not sufficient to cause death or serious injury, and that the crew possibly, but not certainly, lost consciousness in the seconds following orbiter breakup due to in-flight loss of crew module pressure. L'idée que les 7 astronautes aient pu rester conscients pendant les 2 minutes et demie précédant le crash dans l'Atlantique est insupportable. Cette tragédie sera lourde de conséquences sur la poursuite du programme. L'enquête démontre des erreurs de conception flagrantes au niveau de la navette et d'importantes négligences de la part de la NASA. La flotte de navettes restera clouée au sol pendant près de 3 ans. La veille du lancement de Challenger, certains signes auraient dû alerter la NASA. La température avait chuté en dessous de 0 et on avait ouvert les systèmes hydrauliques pour permettre à l'eau de s'écouler. Avec le gel des canalisations, l'eau s'était mise à déborder et le pas de tir s'était retrouvé couvert de glace. Au moment du lancement, la température n'était remontée qu'à 2 degrés au-dessus de 0, soit une température bien inférieure à celle des précédents tirs. Des spécialistes ont analysé les images enregistrées par plus de 200 caméras. Moins d'1 seconde après le décollage, une fumée grise et épaisse commence à s'échapper du joint arrière du propulseur d'appoint droit. La cadence d'échappement de cette fumée correspond environ à la fréquence de compression des joints au décollage. La zone sombre sur ce croquis représente l'endroit où s'est produit le dégagement gazeux. La fumée est apparue juste au-dessus de l'entretoise, située entre le propulseur et le réservoir extérieur. Au moment où le joint arrière aurait dû jouer, l'interstice entre les 2 éléments s'est agrandi. Il y a à cet endroit 2 joints d'étanchéité en caoutchouc, des joints toriques pour empêcher les gaz brûlants de s'échapper au moment de la mise à feu. Pendant le lancement, les données télémétriques n'ont pas révélé de problème. Le second événement significatif est survenu 58 secondes après le décollage. Une caméra située à près de 10 km a filmé des flammes jaillissant du propulseur d'appoint droit. En 6 secondes, les flammes viennent lécher le réservoir externe. L'hydrogène se met à fuir. Les données télémétriques indiquent alors une forte chute de la pression à l'intérieur du réservoir. Puis après 73 secondes de vol, de l'oxygène liquide coule le long du réservoir. En quelques millisecondes, on voit apparaître un éclair de lumière entre le réservoir extérieur et l'orbiteur. Après 73 secondes et 213 millièmes, l'appareil explose. Les liquides déversés se vaporisent très rapidement et un énorme nuage entoure l'explosion. Une demi-seconde plus tard, Challenger n'émet plus aucun signal. Les 2 propulseurs à poudre continuent leur course. Ils seront récupérés par la suite. Et parmi les débris incandescents, on distingue la cabine de la navette.
Sur l'un des deux propulseurs récupérés, on a constaté un énorme trou. On a conclu que c'était la rupture du joint d'étanchéité sur le propulseur droit qui avait été à l'origine du drame. L'enquête a alors d'abord porté sur Morton Tykol, le constructeur des propulseurs d'appoint. On a découvert des erreurs de conception dans la fabrication des joints. Il s'est avéré que les joints toriques étaient particulièrement sensibles aux basses températures. Le froid sans précédent, au moment du lancement, avait nui à leur élasticité, les empêchant de contenir les gaz de propulsion brûlants à l'intérieur des fusées d'appoint. La solution la plus évidente était de revoir la conception des propulseurs. On a donc prévu dans le nouveau montage un troisième joint torique, ainsi qu'une meilleure isolation et une bride métallique pour résister aux fortes pressions liées au décollage. Mais ces modifications ne s'attaquaient pas au vrai problème. L'accident de Challenger n'était pas dû à une défaillance technique, mais à une défaillance humaine, une négligence de la NASA. L'agence spatiale avait en effet rencontré des difficultés avec ses joints toriques dès 1977. L'erreur de conception était devenue un risque de vol tolérable. La NASA n'avait pas voulu retarder la production et rien n'avait été fait pour rectifier le problème. Le désastre de Challenger aurait pu être évité. Il faudra attendre près de 3 ans avant de voir de nouveau une navette décoller. Le 29 septembre 1988, STS-26 marque le retour des États-Unis dans l'espace. La navette a pour nom Discovery. Elle est équipée de nouveaux propulseurs d'appoint, de moteurs améliorés et emporte à son bord un équipage enthousiaste. Au cours des 2 années précédentes, la NASA a subi une restructuration et de nouvelles normes de sécurité ont été établies. Le programme STS repart enfin de l'avant. L'équipage parvient à déployer un gros satellite de communication et surtout, les astronautes reviennent sains et saufs sur Terre. 18 mois plus tard, Discovery se place en orbite 110 km plus haut que toutes les navettes précédentes. Elle doit accomplir une mission très particulière. And a goal to transfer Hubble to internal power on time. À 580 km au-dessus de la Terre, l'équipage s'apprête à mettre en orbite le télescope Hubble. Le 25 avril 1990, le spécialiste de mission Stephen Hawley regarde par le hublot du module. Commandant manuellement un bras articulé, il tire les 11 tonnes et demie du télescope hors de la soute. Avant de désarrimer Hubble, Discovery doit attendre le feu vert du centre de vol. You can maneuver right to the release attitude right now. That's in the cap page 3-20. We'll maneuver to the release attitude. That's firm. Comme pour toutes les opérations importantes menées par la navette, le centre de contrôle de Houston doit effectuer une vérification de tous les systèmes de l'orbiteur avant le largage de la charge utile. Chaque poste annonce au directeur de vol si tout est en ordre. Si tel est le cas, l'équipage procède à la manœuvre. GC? Go. Network go. Payloads, waiting on you. Flight payloads, we are go. Capcom, we have a go for release. Discovery, go for Hubble release. 24 heures après le décollage, le télescope spatial Hubble entame sa mission. Ce puissant appareil est censé tourner autour de la Terre pendant 15 ans, en transmettant des images des confins de l'univers. Mais au bout de quelques mois, les photographies d'Hubble ne répondent toujours pas aux attentes, et on doit envoyer une navette pour faire de la maintenance dans l'espace. C'est Endeavour, le dernier né du programme navette, qui est chargé de cette mission. Les moteurs d'asservissement d'assiette sont actionnés pour placer l'appareil dans la position voulue. Le miroir de 2,40 m de diamètre de Hubble n'était pas incurvé correctement. C'est la raison pour laquelle les photographies étaient floues.
En décembre 1993, 2 groupes d'astronautes effectuent une sortie pour réparer ce télescope qui a coûté plusieurs milliards de francs. Ce sera l'une des missions habitées les plus ardues jamais réalisées. Les astronautes doivent en effet installer un nouvel appareil photo dont l'objectif a été spécialement conçu pour compenser les imperfections du miroir. Ils doivent aussi changer des gyroscopes défectueux et réparer un groupe électrogène tombé en panne. Il faudra 5 sorties d'affilée pour mener à bien la tâche. Et les astronautes totaliseront une durée record de 35 heures et demie de marche dans l'espace. Depuis, Hubble nous transmet des images incomparables du cosmos. Cette mission de réparation a fait ressortir la contribution unique qu'apporte la navette à l'exploration spatiale. Et on peut en dire autant du Space Lab, le centre de recherche réutilisable de la navette. Les scientifiques ont pu étudier grâce à lui les effets de l'apesanteur sur le corps humain, et ils ont mieux compris comment réagissait celui-ci lors de séjours longue durée dans l'espace. Le Space Lab a d'ores et déjà accueilli des spécialistes de nombreuses nationalités et il représente un des premiers éléments de la coopération internationale dans l'espace. L'apesanteur permet de mener à bien des travaux qui seraient difficilement exécutables sur Terre, comme par exemple les manœuvres que nécessitera le montage de l'ISS. Les astronautes du programme Navette se sont ainsi exercés à assembler des composants du type de ceux qui serviront pour la future station. Depuis le milieu des années 80, le programme Navette se prépare pour ce qui sera le plus important projet spatial international jamais conçu. Le Canada, le Japon et plusieurs pays européens, dont la France, collaborent depuis le début avec les Américains. Mais les Russes, eux, ne les ont rejoints qu'en 1993. Ces derniers avaient quelque chose de plus à offrir. Leur propre station, Mir. Par son statut unique d'engin permanent dans l'espace, Mir offrait aux Américains le lieu idéal pour acquérir une certaine expérience des missions longue durée. Un programme américano-russe est lancé qui prévoit plusieurs vols de navettes à destination de Mir. Fin juin 1995, Atlantis est la première navette à s'arrimer à la station Mir. 265 feet. Roger that. Pour croiser la route de Mir, Atlantis emprunte un vecteur d'approche afin d'arriver sous l'engin russe, plutôt que sur l'avant. Atlantis va donc voler sous le ventre de Mir jusqu'au moment de l'arrimage. Ce type de procédure permet aux forces orbitales naturelles de freiner la navette et de réduire les manœuvres nécessaires à l'approche. Les transmissions entre Mir et Atlantis se font par radio VHF. Et la navette coordonne également ses activités grâce au contrôle au sol de Houston, qui donne son feu vert pour la poursuite des opérations. Atlantis s'approche à une dizaine de mètres de Mir et se maintient en dessous pendant environ 5 minutes, le temps d'assurer la synchronisation et de définir la distance et la vitesse d'approche. Les réflecteurs en queue du module d'arrimage sont alignés grâce à des lasers manuels qui vont permettre de calculer la distance par rapport à l'objectif. La navette s'approche à environ 3 cm/s. Le contact se fait en douceur. Cet arrimage américano-russe est un événement historique qui n'est pas sans en rappeler un autre quelques 20 ans plus tôt. Le 29 juin 1995, les astronautes d'Atlantis font la connaissance de leurs homologues russes, tout comme 2 décennies plus tôt, Tom Stafford, astronaute du programme Apollo, et Alexei Leonov, commandant du Soyouz, s'étaient rencontrés en orbite et s'étaient serrés la main.
C'était la première fois qu'Américains et Soviétiques partageaient leurs engins spatiaux. En pénétrant dans la station, l'équipage d'Atlantis inaugure un nouvel âge de l'exploration spatiale et marque le début des efforts conjoints pour assurer la présence simultanée de plusieurs nations dans l'espace. Aujourd'hui, Russes et Américains travaillent ensemble à bord de Mir. Le fruit de leur collaboration servira à la construction et à l'utilisation de la station internationale. Les astronautes américains peuvent désormais passer 5 mois d'affilée dans l'espace. Le docteur Shannon Lucid a ainsi passé 188 jours dans l'espace, établissant le record américain de temps passé en apesanteur, quand la mission la plus longue d'une navette n'était que de 17 jours. Shannon Lucid a été le 2e membre d'équipage américain de Mir, retenu pour participer à la phase 1 du projet de l'ISS. La phase 1, qui comportera entre autres des expériences américano-russes à bord de Mir, se déroulera pendant la construction des composants de la station. L'un des composants clés de l'ISS est un sas à plusieurs écoutilles, construit par les Américains. Il servira de connexion pour tous les autres modules. Les Russes, eux, sont chargés de construire le module de service qui sera équipé du système de propulsion nécessaire pour maintenir la station en orbite. Une équipe internationale d'ingénieurs travaille également sur des systèmes d'alimentation en simulant les besoins de la future station en électricité. La navette emportera les composants en orbite et les astronautes céderont des bras robotisés pour l'assemblage du complexe orbital. Les laboratoires de recherche et les modules d'habitation seront reliés par 2 passerelles qui formeront l'ossature de l'ensemble. La station internationale deviendra un avant-poste à la frontière de l'espace. Et si notre avenir dans le cosmos dépend de notre capacité à y vivre et à y travailler de façon permanente, la clé de cet avenir est intimement liée à la navette. À l'orée du XXIe siècle, les hommes sont en passe de devenir les pionniers d'une nouvelle ère de l'exploration spatiale. Pour cela, ils ont besoin d'un véhicule adapté à cette tâche, une navette pour les stations spatiales. Aujourd'hui, elle s'appelle Mir. Demain, ce sera la station internationale Freedom. Mais quoi qu'il en soit, la navette américaine continuera d'assurer des services inégalés, selon une tradition qui s'est instaurée la première fois qu'elle a pris le chemin de l'espace et qu'elle en est revenue.